Salut à tous, Dallas Mavericks épisode 2. On est donc sur du commencer maintenant sur NBA 2K20 et il y a beaucoup de choses à dire et ce qui est sympa, c'est que le jeu se télescope pas mal avec la réalité, en tout cas la réalité de beaucoup de choses qu'on a pu observer. J'avais posé pas mal de questions à l'épisode précédent et je vais avancer des réponses. Je pense que Porzingis, oui, est un très bon lieutenant et qu'il peut effectivement occuper les postes 4 et 5. Et je pense également que il peut jouer par séquence, comme je le fais moi dans ma rotation avancée. Il peut jouer évidemment poste 5. Il le fait dernièrement avec un grand succès et en plus il a l'air de se plaire dans ce rôle-là. Mais il faut également avoir un gros pivot à côté. Alors le rôle est joué là par l'ami Colestein, puisque Dwight Powell est blessé. Et Colestein, on va en parler juste après, ça a ses limites, même si on peut pas dire qu'il fasse une mauvaise entrée chez les Mavs, bien au contraire. Kleber, plus un 4, un 4-5, c'est délicat, il manque de taille en fait, il manque de taille Kleber. Donc ensuite, par rapport au plafond de cette équipe, je pense qu'il y a deux équipes à l'ouest qui sont nettement au-dessus, c'est les Clippers et les Lakers. Ça ne veut pas dire que sur un match, il ne peut pas se passer plein de choses, on a vu les Mavericks déjà bien accrocher les Lakers, mais à l'arrivée, ça sera pour moi soit une demi-finale de conf, soit un premier tour si jamais il y avait le malheur de terminer septième pour les Dallas Mavericks et donc opposé à une des deux équipes de LA, par exemple. Après, est-ce que ça a bougé? Non. Et tant mieux avant la trade deadline? Non, dans le sens où il n'y a pas eu de trade majeur. Il y a eu récupération de Willie Cauley-Stein, bien évidemment, et tant mieux pour répondre à cette question de cette blessure de Powell, bien évidemment. Hein. Les Warriors ont quasiment donné Willie Cauley-Stein, qui fait, ma foi, sur le faible échantillon de matchs qu'on a, 9 matchs, qui fait de très bonnes choses. À voir ce que ça voudra dire pour la suite, parce que sa player option, elle est quand même très modeste. Je pense pas qu'il la prendra, mais on n'est pas à l'abri de surprises. Il y a NKG aussi. Bon, là, la contribution, elle est beaucoup plus modeste. Je pense qu'on va pas s'étendre davantage. Non, ça fait pas la maille. Ça fait pas du tout la maille. Est-ce que les contrats à l'été 2019 s'avèrent être de bons contrats? Ben, franchement, là, c'est un oui franc et massif. C'est plus que plutôt oui. C'est oui franc et massif. Regardez bien. Kleber, Dylan Wright, Seth Curry qui fait la saison de sa vie, l'ami Dorian Finney-Smith qui a vachement progressé. Il n'y a pas un seul mauvais contrat dans tout ça. C'est que des très bons contrats. Et est-ce qu'il y a besoin, par contre, pour le développement de cette équipe, d'un troisième homme fort? Je pense que évidemment oui. Après, évidemment, tout sera dans l'idée de trouver quel homme peut être pris. Il y a tellement de contraintes, les assets qui restent ne sont pas énormes pour l'été qui vient, par exemple. Il y aura un choix de premier tour qui peut être échangé, hein, soir de la draft, etc. Toute la question, c'est en fait, voilà, si je te donne Tim Hardaway, expirant, je te donne Justin Jackson, expirant, plus deux choix, une fin de premier tour et un début de deuxième tour, qu'est-ce que tu me donnes? Et ça, ce sera vraiment l'objet de l'épisode 3, où je me mettrai dans la peau voilà, de Mark Cuban pour essayer de répondre à cette question-là, tout en se basant sur déjà un postulat qui sera quel est le manque principal ou quel est le poste sur lequel on veut le plus renforcer cette équipe. Est-ce qu'on veut plutôt miser sur un intérieur, auquel cas aller chercher le contrat expirant de Steven Adams pourrait ne pas être idiot? J'en ai pas trouvé 10 000, hein, des profils de pivots qui puissent comme ça vraiment faire l'affaire. Il n'y en a pas 10 000. Cherchez, vous verrez. Et sinon, si c'est plus sur un extérieur, ben, il faudrait aller voir, toquer à la porte des Pelicans pour voir si Drew Holiday peut-être serait sur le marché. Je pense pas que Spencer Dinwiddie ou Dennis Schroeder, ça fonctionnerait, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et sinon, j'ai aussi pensé, mais la liste n'est pas exhaustive, hein, j'ai aussi pensé à Kelly Oubre pour aller chercher là par contre un ailier qui puisse apporter un peu de dureté. Parce que je pense que l'équipe des Mavs elle a un talent offensif assez considérable.
Ouais, je fais un peu de reconnaissance, hein, vu les choix de draft. On va pas aller, enfin, vu le choix de draft qui se profile, on va pas aller s'intéresser au top 10, hein, ça sert à rien. Je pense voilà il y a un peu de dureté à apporter pour entourer tout ce talent de Porzingis et surtout Luka Doncic. Bon, on continue. C'est parti, j'arrête de me projeter, ça j'en reparlerai plus tard. On a donc une saison à avancer, donc pas mal de simcast pour essayer d'aller au bout, hein, tout simplement. Donc voir aussi comment est-ce que le classement peut évoluer en simulation, avec la rotation que je vous ai montré juste avant, là, en entrée. Et on s'aperçoit qu'à la fin février, le bilan continue à être assez bon, voire même excellent, pour l'équipe des Mavs, qu'on n'attendait pas à pareille fête avant la saison. Hein. Je vous rappelle les pronostics des uns et des autres, qui ne mettaient pas du tout les Mavs aussi haut. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que sur NBA 2K, le jeu, en fait, vous pouvez voir sur mes parties, par exemple, avec les Spurs, ou encore pire, sur mon My League à 5, là, avec Bulls, Kings, Knicks, etc. On peut voir à quel point le jeu méprisait quasiment les Mavs et en faisait une équipe qui terminait fond de conférence Ouest au moins pendant 2 années, quoi. Donc c'était assez immense. Et ça, heureusement, ça a un petit peu été réévalué puisqu'il y a des mises à jour assez perpétuelles. Donc match assez intéressant. Ce match-là a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Il était plutôt sympathique à regarder. C'était la nuit slovène à Miami. Avec, je sais plus combien, 3000 Slovènes ou quelque chose comme ça. C'était assez ouf. Parce qu'il y a évidemment Goran Dragic aussi, en plus de Luka Doncic. Donc c'était la grosse fiesta. Il y a eu l'anniversaire de Doncic qui a fêté ses 21 ans dans la foulée de ce match, dans lequel il n'a pas été spécialement bon d'ailleurs. Et voilà, depuis, Luka a un petit peu mal à la main et on a Porzingis qui prend le relais de manière assez brillante. Et ça, c'est un phénomène que je trouve assez remarquable dans cette saison des Mavs. C'est que Porzingis a été capable d'élever son niveau de jeu et quasiment, on peut dire, de porter l'équipe pas mal de fois lorsque Doncic n'était pas là. Et ça, c'est ce qui m'incite à répondre oui en entrée là à une des questions que j'avais posées. Oui à est-ce que Porzingis peut être ce lieutenant? Bah, il apparaît tout à fait capable de l'être. La seule limite de Porzingis, finalement, en tout cas moi à ce stade, hein, alors qu'on voit Iguodala avec son nouveau maillot, la seule limite de Porzingis pour moi c'est les blessures, hein. C'est que ça. Hein. 2m21, je persiste à penser naïvement, moi qui ne suis pas médecin, ni spécialiste de la santé, ni rien, juste passionné de NBA et de sport en général, que si cet homme-là joue trop au poste 5, j'ai vraiment peur, joli hein, le move de Kleber, j'ai peur que Porzingis, s'il est trop sollicité au poste 5, finisse par prendre des coups et à se blesser de manière un petit peu trop fréquente, hein, mais bon, voilà, c'est que ma perception naïve de la chose. C'est amusant, il y a une petite séquence là d'ultra small ball du Miami Heat avec Jones en pivot, ce que je trouve plutôt amusant. Je me garderais bien de trouver ça bête ou intelligent, puisque je sais pas, mais en tout cas j'ai pas l'impression que ce soit une période sur laquelle en tout cas il nous ait fait super mal. Le jeu n'aime pas hein, l'ultra small ball. Le jeu sanctionne durement l'ultra small ball. Vous pourrez en avoir un exemple en observant la dégringolade au classement des Houston Rockets au fil de cette simulation, cette avancée de fin de saison régulière. Hein. Ce sera assez clair, il n'y a pas d'autre commentaire à faire que le classement des Rockets pour voir que non, le jeu n'aime pas ça du tout. Alors nous on combine un peu, on déroule notre jeu. Hein. J'ai essayé d'aller chercher un triple-double assez majeur avec Doncic sur ce match-là. Je me suis amusé, c'était le petit défi. Parce qu'il y a quand même de bons défenseurs en face. Bon, Jay Crowder défend un petit peu plus sur 3 et 4, mais Jimmy s'est énormément mis sur Luka Doncic. Et j'ai eu aussi droit à pas mal de Iguodala sur le Doncic, donc c'était assez trippant de me retrouver à devoir faire face à ça. Et puis
Ouais, c'est limpide. C'est limpide. Le pick and pop Doncic Porzingis, c'est un truc de fou avec cette équipe. C'est un kiff monumental. Voilà. Donc victoire qui se dessine hein, donc pour les Dallas Mavericks. Match assez maîtrisé qui hop là, on va repartir à gauche cette fois-ci. Voilà, on essaie de trouver des petites variantes. Et Luka, il a fait tout ce qu'il voulait en fait. Il a fait tout ce qu'il voulait. Un coup tu ressors le ballon, un coup tu vas au cercle, l'autre fois tu passes, tu termines en fadeaway. C'est bon, c'est Luka Doncic en fait. Hein, point. Donc voilà, victoire plutôt nette, alors que Miami est quand même une très bonne équipe. Hein. Pas non plus. Pas non plus se mentir, mais c'est tout le talent de Doncic. C'est amusant, Doncic au bout de quelques années dans le jeu, donc pas là, hein, pas maintenant. Hein. Doncic au bout de quelques années, il est clairement le meilleur joueur du jeu à égalité avec Giannis Antetokounmpo. C'est vraiment assez clair. Euh, ils finissent au bout de 3 ans environ à être voilà les deux meilleurs, quasiment à 99 tous les deux, pendant que les joueurs qu'on connaît, type Kawhi Leonard, type LeBron James, euh, etc., commencent à décliner légèrement. D'ailleurs, ce serait bien qu'un jour, Touquet pense à changer. Ça n'a rien à voir avec les Mavs, mais c'est l'occasion. Avez-vous remarqué ça vous aussi dans vos parties? Pour moi, il serait temps de changer l'âge d'obsolescence de Kawhi Leonard. Il est trop faible à cet âge-là. On voit Kawhi Leonard qui décline en général vers 31-32 ans, alors que rien ne prouve que cet athlète est joueur majeur qu'il est devenu depuis quelques années pour moi, hein, ça date pas de l'année dernière. Rien ne prouve que cet homme-là va décliner aussi rapidement, en tout cas je n'y crois pas un seul instant. Pour moi, Kawhi Leonard est quelqu'un qui pourra durer en fait, qui sera capable de durer, et peut-être notamment parce qu'il aura su écouter son corps et s'économiser. Parenthèse refermée, match du côté de Dallas, mais contre les Grizzlies. Tiens, une autre équipe de cette partie. On est début mars. Le bilan est toujours excellent à 41 et 23. Et on va bientôt jouer un autre match, mais j'avance. Victoire sur les Pacers. Je jouerai contre les Bucks, là qu'on aperçoit juste en bas à la fin du mois de mars, justement pour voir un petit peu ce que peut donner cette équipe face à le top de la conférence Est, puisqu'on se mesure souvent à l'Ouest. On va avoir en plus les playoffs qui suivront et ce sera déjà pas mal de rendez-vous avec des équipes majeures de l'Ouest. Je pense que de toute façon on sait où on se situe. Hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, ça se situe en valeur intrinsèque. Les Mavs cette année, ça se situe entre 3 et 7 à l'ouest. Après, que ce soit Nuggets, que ce soit OKC, que ce soit Utah Jazz, les trois peuvent battre Dallas et peuvent aussi perdre contre Dallas. Je placerai les Grizzlies un tout petit peu en dessous, à la 8e place. Pour moi, ils la méritent leur 8e place. Vous avez vu la dégringolade des Rockets? Oui, les Rockets aussi, hein, bien sûr. Hein. Si je parle entre 3 et 7, il faut qu'il y ait 5 équipes. Les Rockets, c'est pareil. Je pense que c'est une équipe qui ne bat pas nécessairement les Mavs IRL, mais qui peut les prendre. C'est kiff-kiff. Honnêtement, il y a comme ça 5 équipes qui se valent derrière les deux de Los Angeles. Et puis derrière, il y a celui qui sera invité à la 8e place, a priori les Grises. Alors, 46-25, on continue dans l'excellence, puisque là, on est carrément à la 3e place. Vous avez vu, il y a aussi un petit rapproché des Clippers au classement, commence à mettre un petit peu la pression sur les Lakers, une espèce d'intensification de la défense peut-être, enfin l'équipe au complet hein, aussi d'ailleurs du côté des Clippers, qui ferait un excellent, une excellente fin de saison régulière pour les Clippers. C'est quelque chose d'envisageable. Là, ils sont à un match et demi à ce stade-là. Et puis il y a une lutte aussi, donc pour ce qui nous concerne, une lutte vis-à-vis des Nuggets. C'est très très serré pour la 3e et 4e place. Donc, bah voilà, c'est ce qui va nous occuper un petit peu. Je vais jouer
contre les Bucks de Milwaukee, avec toujours cette interrogation quand on démarre un match face à Milwaukee. L'interrogation toujours la même, c'est à quelle sauce est-ce qu'on va être mangé, qu'est-ce qui va nous être réservé, toute la question. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir opposer à notre ami Giannis qui, regardez, démarre très fort, prise du rebond, coast to coast, et ça vient postériser derrière, bam, le ton est donné. Après, moi, c'est dans un registre avec Dallas, regardez, le faux appel de Doncic, hop, qui va ensuite aller dans le corner. On est dans un registre un petit peu plus... on est dans la douceur, nous, hein, on est plus dans le shoot... le shoot de loin, on est dans le côté non violent avec Porzingis, avec Doncic. Regardez, là on ressort ici, c'était pour un troisième homme, parce qu'il y avait une aide de George Hill. Donc voilà, après hop, petit ballon glissé par Finney-Smith, qui est... moi c'est un joueur que j'adore, hein. Honnêtement, Finney-Smith, en plus à 4 millions la saison, Finney-Smith, c'est une blague le contrat. Le contrat, c'est vraiment une blague, hein. Donc voilà, après il y a Porzingis qui de temps en temps est obligé de muscler son jeu pour un début de match assez serré. Après c'est sûr qu'il faut peut-être pas laisser Kyle Korver ouvert. C'est peut-être une erreur, je sais pas ce que vous en pensez. Mais laisser Kyle Korver ouvert, c'est toujours une mauvaise idée. Allez, voilà, Maxi Kleber qui sécurise, encore un petit stop défensif. Et on va essayer de poser un jeu rapide ou pas. Ben voilà, il y a un démarquage qui s'impose à nous directement. Et Luka, encore une fois, dans le corner. Très bien, donc bon début de match. Surtout qu'il y a eu un moment où Giannis n'était plus sur le terrain et où on a profité pour capitaliser un petit peu d'avance. Donc je dis un petit peu d'avance, même 12 points à ce stade-là, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, rien n'est définitif, hein, avec les Bucks. On n'est jamais certain. Tiens, la petite claquette dunk pour Willie Cauley-Stein, très bien. Il fait son job, hein. Il fait son job. C'est un petit peu analogue à ce que je vous ai montré là sur ses stats IRL à 12 minutes et une contribution très positive. Il fait son job, Willie. Là, il y a eu un magnifique quittage de slip de Doncic face à DiVincenzo qui surrégale avec le pass Eva dans la foulée. Heureusement qu'on a l'adresse externe. C'est l'adresse externe qui fait qu'on a cette avance là, parce que plus le match avance et plus ça conteste. Là il y a un joli contre de Cauley-Stein qui est capable aussi d'apporter ça. C'est pas un mauvais joueur, hein. C'est juste que ce joueur là à Sacramento, visiblement ils n'ont pas su exactement comment optimiser. Numéro 5, hein, je crois, hein. Choix numéro 5, hein, à l'époque, hein. Donc joueur sur lequel il y avait pas mal d'attentes. Et là c'est la séquence double contre de Giannis Antetokounmpo. Voilà, bam, quelle allonge, quel pas pour aller placer son deuxième bloc. Ouais, donc Cauley-Stein, je sais pas si un jour sa carrière pourra être relancée. On pourrait le lui souhaiter, hein. Hop, voilà, jolie passe. On pourrait lui souhaiter à Cauley-Stein d'avoir enfin le succès qu'il pourrait espérer. Pour le contrat, il va falloir repasser parce qu'il a vraiment un contrat pourri. Il est à 2 millions, hein. C'est le contrat des Warriors en fait, hein, puisque c'est un trade qui s'est effectué et pas un buyout. Du coup, ouais, il est en situation lui où il a 2 millions là et une option à 2 millions 3 quoi. Donc il a tout intérêt à sortir. Et il a dit qu'il était très heureux de travailler avec Ray Carlisle. Bon, alors pourquoi pas. Ça pourrait plaider en faveur soit de prendre l'option, mais je crois pas trop, à l'été 2020, soit que les Mavs profitent d'une exception pour pouvoir lui filer 5 millions quoi, au lieu de lui en donner 2, hein. Mais je sais pas trop. Ça c'est un peu le panier du match, même si Giannis continue son chantier dès lors qu'il est sur le terrain. C'est quand même assez énorme, et ce lancer franc quand même raté va être capital dans la mesure où derrière on va non pas conclure ici puisque il y a eu une contestation efficace, mais
En tout cas, les Bucks seront, eux, par contre, dans l'impossibilité de revenir dans ce match par faute d'adresse, hein. Faute d'adresse, tout simplement. Voilà, donc ça fait partie aussi. Et Luka va venir nous conclure tout ça pour une victoire un petit peu orgie offensive, faut quand même le dire. On a eu une belle adresse, quand tu es à 54% là, à 3 points, ça aussi c'est des trucs qui m'arrivent pas souvent. Je suis bien plus souvent proche des 25-30 que des 50. Hein. Mais là, voilà, les planètes se sont alignées. Il y a eu une domination au rebond qu'on pourra noter sur ce match-là. Et je pense que Kaolestein n'y est pas pour rien, avec sa petite contribution. Il n'y est pas pour rien. Voilà, vous voyez le duel des deux superstars en devenir de la NBA. Et ça s'est donné à cœur joie. Il y a eu du, il y a eu du contre de partout. Pour prendre un peu de recul, le supporting cast des Bucks n'était peut-être pas forcément à la hauteur sur ce match-là, alors que Doncic a eu du soutien autour de lui. Vous voyez, quand par exemple Middleton ne met que 16 points, Matthews, ça plante pas assez autour, et c'est peut-être ça qui, je pense, leur coûte le match. Allez, on continue face à Minnesota, une petite promenade de santé. On retrouve un petit point sur le classement pour voir que on tient toujours la 3e place à ce stade-là, ce qui nous enverrait mathématiquement sur les Clippers en demi-finale de conf si on a la chance d'y aller, mais je pense pas que ce soit infaisable. Je pense pas que ce soit infaisable du tout. Et il y a cette défaite contre Memphis qui est une espèce de coup d'arrêt, puisque ça vient. Ah, ça c'était un match qu'il fallait prendre. C'est un match qu'il fallait prendre, je pense. Surtout que dans la foulée, il y a une défaite aussi du côté des Nets. J'ai mis une petite blessure à Irving, comme dans la réalité, mais il joue blessé. Bon, bah tant pis, je vais essayer. Tant pis, c'est pas grave. Je me suis fait bananer par Uncle Drew alors qu'il joue pas, quoi. Bref, dans la foulée, on prend les Rockets d'un point. Ok, toujours les Rockets qui dégringolent au classement. Petite promenade de santé contre les Pistons, de bien pauvres Pistons qui tankent bien involontairement. En tout cas, si on peut considérer que c'est involontaire quand on a libéré Morris et Jackson, c'est peut-être pas totalement involontaire non plus. En plus, il y a Derrick Rose qui est blessé maintenant. Allez, le duel qu'on attend tous, il est là. La victoire sur les Nuggets. Et là, on se dit, ouais, c'est bon, tranquille, on est 3e. Eh ben non, il doit y avoir un tiebreaker défavorable, c'est même certain. C'est certain, hein. Tiebreaker défavorable. Donc, est-ce que le dernier match nous apportera la 3e place? Je vous assure, je ne souhaite pas la 3e plutôt que la 2e. Parce qu'on me fait choisir entre les Clippers et les Lakers. Je sais pas ce que je prends entre la peste et le choléra. Hein. Donc, j'ai aucune préférence. 4e, 3e, peu importe. Surtout que derrière, qu'on joue le 5 ou qu'on joue le 6, c'est plus ou moins pareil. On peut se faire taper et on peut gagner aussi. Donc OKC nous a en l'occurrence mis une trempe. Ça se profile pour un premier tour contre le Thunder a priori. Mais en fait, vous allez voir une petite surprise, c'est qu'il y a une 3e équipe qui va revenir à égalité avec Utah et avec OKC. Et cette 3e équipe va faire que du coup le classement va se calculer autrement, qu'il y a égalité à 3, il y a d'autres trucs. Et c'est donc le Jazz qui nous sera opposé. Et voilà ce que je vous proposerai. Le Jazz opposé aux Mavericks pour le premier tour des playoffs. Et quelques bilans très très succincts. Meilleur offensive rating pour les Mavs, c'est quand même assez énorme. Donc là, pour le coup, on est sur un type d'équipe que je vous ai jamais proposé dans mes vidéos récentes. Et une défense, elle, par contre, relativement mal évaluée, puisqu'il s'agit... Enfin, j'ai mis 22e, mais en fait, c'est inversé. C'est quand même top 10, hein. Faut pas rigoler, hein. Faut pas rigoler. C'est pas du tout la 22e. Elle arrive à être top 10 avec les joueurs qu'on a. 22e, en fait, c'est le classement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est inversé. Ça fait 9e, en fait. Donc, ben voilà, tous les espoirs sont permis. LeBron James MVP, moi, je milite pour ça. Ja Morant, évidemment. Schroeder, 6e homme, très bien. Honnêtement, ils le veulent pas. Adebayo en meilleur défenseur, je serais capable de voter pour. Je serais capable. En MIP, bah peut-être Sabonis du coup.
Et Budenholzer, coach de l'année, bien sûr. Pourquoi pas, pourquoi pas. Tout ça est bien sympathique. Je vous dis à très bientôt. Il faudra parler évidemment des playoffs. Peut-être je regrouperai avec les Grizzlies, je pense. Et il faudra également, surtout parler de l'été avec pas mal de choix à faire. Des choix stratégiques. Qui est-ce qu'on va aller chercher? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va garder Hardaway? Est-ce qu'on va essayer de tenter un trade? Voilà, je vous dis à plus. Bye bye!